Dans cette vidéo, nous allons corriger le travail que vous aviez à faire pour étudier les pratiques divergentes en matière de commerce international. Alors, je vous avais demandé de remplir un tableau à partir des différents documents que je vous avais mis à disposition. Déjà, page 100 de notre pochette, on avait la justification du libre-échange, mais aussi un texte sur Vive le libre-échange. On avait également l'ouverture des échanges peut réduire le coût de la vie. Le libre-échange est source de croissance. Et page 102-103, on parlait plutôt du protectionnisme, sur les pratiques protectionnistes, les modalités d'ouverture de l'échange qui changent, le protectionnisme comme un moyen de défense et la théorie du libre-échange qui est contredite par l'expérience des pays émergents. Donc des arguments en faveur du libre-échange et d'autres en faveur du protectionnisme. J'avais ajouté des articles, et d'abord, pour commencer, un extrait du livre « La Ligue des économistes extraordinaires », donc qui nous évoquait la théorie de Smith, 1776, sur le libre-échange. La richesse générale d'un pays provient des initiatives et désirs non concertés, voire opposés de ses habitants. Le Britannique Smith, citoyen du foyer de la révolution industrielle, élargit même logiquement son raisonnement en relations commerciales internationales. Le Royaume britannique a intérêt à acheter à l'étranger les produits qu'il ne sait pas produire tout en écoulant ses propres spécialités. Selon Smith, comme les citoyens entre eux, les nations possèdent entre elles des talents, des savoir-faire. Il parle d'avantages absolus qu'il convient d'échanger sans entrave pour concourir à l'harmonie universelle. En fait, Smith, c'était un économiste libéral qui disait à l'État « laissez faire les gens et tout ira bien puisque chacun va faire au mieux ». Ça a été illustré dans le petit document là, parce que il a souvent utilisé l'exemple des Anglais et du Portugal. On imagine que le raisin qui pousse en Angleterre est moins bon que le raisin qui pousse au Portugal, et que du coup le Portugal a intérêt, et c'est ce que disait Smith, à se spécialiser dans la production de vin, alors que l'Angleterre a intérêt à se spécialiser dans la production de draps. Donc ça, c'était vraiment les prémices des théories sur le libre-échange. Ensuite, je vous avais mis un autre article qui date du 5 mai 2020 sur les fleurons de l'économie française qui sont protégés aujourd'hui, puisque notre gouvernement a décidé que pour une certaine durée limitée, le seuil de contrôle des IDE qui viennent prendre des parts dans une entreprise sera abaissé de 25 à 10%. Donc en fait, on limite là les IDE entrant sur certains secteurs qu'on évoque comme stratégiques. Télécommunications, médias, défense, technologie de l'information, aérospatiale, agroalimentaire, spatiale, transport, eau, médical, biotechnologie. Dans la défense, évidemment, on a cette idée du nucléaire également. Donc en fait, on va limiter les entreprises étrangères qui voudraient investir en France parce qu'on veut un peu encourager l'initiative nationale. C'est une forme de protectionnisme et ça montre qu'il y a certains secteurs pour lesquels on ne veut pas trop laisser la mainmise à l'international. Un autre article récent du site internet Atlantico qui nous montre que le protectionnisme ne ferait qu'aggraver la crise et va nous donner quelques effets négatifs et positifs du libre-échange et ou du protectionnisme. Donc, en ce qui concerne les effets positifs du libre-échange, on les a ici. La sortie de la pauvreté pour des millions de personnes dans les différents pays, la réduction globale des inégalités entre les pays. Donc, on a des effets positifs qui sont soulignés sur le libre-échange. Par contre, il y a aussi des effets négatifs sur l'économie, la finance, la santé, l'environnement. Et donc, avec la crise sanitaire du Covid-19, eh bien, les critiques ressortent fortement. Dans ce texte, il nous évoquait aussi le fait qu'il y a des tensions commerciales qui peuvent exister face à des mesures de rétorsion qui sont des sanctions prises par un pays qui se sentirait victime de protectionnisme de la part d'un autre. Il posait aussi la question du libre-échange, donc aujourd'hui il semble difficilement envisageable de revenir en arrière sur le libre-échange, mais comment on peut le faire mieux pour être plus respectueux de la planète. Et puis un article plus ancien, pour finir ce corpus de texte, sur le protectionnisme de Trump qui touche les Américains au portefeuille.
Donald Trump a décidé d'augmenter les droits de douane sur certains produits parce qu'il n'était pas content après certains autres pays et souhaitait favoriser l'économie américaine. Et finalement, il a mis des droits de douane sur l'acier et l'aluminium et ça a augmenté les prix pour les produits qui sont fabriqués aux États-Unis mais qui avaient besoin d'apporter de l'acier et de l'aluminium. Donc après l'entrée en vigueur des nouvelles taxes de 25 et 10% sur les importations, ce prix des canettes, par exemple, a augmenté. Donc les entreprises derrière, elles sont obligées d'augmenter leur prix au consommateur final pour tenir leur budget et finalement c'est le consommateur final qui paye ou alors on a une baisse du bénéfice. Dans l'article donc du 29 juillet 2018, il souligne que presque tous les secteurs sont affectés. Alors dans notre tableau, on a pas mal de choses à voir et qu'on revoit dans le cours, donc on va passer rapidement dessus. Sur le libre-échange, c'est l'absence de barrières aux échanges. Comment on met en place? Eh bien, on va mettre des partenariats économiques et commerciaux entre les pays en place, on va faire des accords de libre-échange, une union douanière ou une intégration régionale. Ah, je suis allée trop loin. Ensuite, il y a des avantages pour les entreprises, pour les consommateurs, pour les pays. Je vous invite à revenir dessus dans le cours. J'ajoute ici ce qu'on a lu dans le texte, la sortie de la pauvreté pour des millions de personnes et la réduction globale des inégalités entre les pays. Mais ce libre-échange, il a des inconvénients, les délocalisations, les fermetures d'entreprises. C'est pas ça que je voulais faire. Les fermetures d'entreprises, le fait qu'on devient dépendant les uns des autres dans certains secteurs stratégiques, notamment le pétrole, donc on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de marge de manœuvre parce qu'on a besoin du pétrole. Et l'élimination d'entreprises concurrentes et la création de grands monopoles qui vont pénaliser la concurrence internationale. Qui risquent, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils risquent de le faire. Comment on met en place du protectionnisme et qu'est-ce que c'est que le protectionnisme? C'est une politique dans laquelle l'État intervient pour limiter les importations. Et on a deux manières de faire du protectionnisme. On peut mettre en place des barrières tarifaires et on peut mettre en place des barrières non tarifaires. Les barrières tarifaires, c'est les droits de douane, c'est-à-dire une taxe sur les importations. Ça rend le produit plus cher pour le consommateur local. Et les barrières non tarifaires, c'est tout ce qui est lié non tarifaire, c'est tout ce qui n'est pas lié aux droits de douane. Ça peut être les subventions, les normes, le fait d'encourager la consommation de produits nationaux, les quotas, le dumping social aussi, enfin la lenteur administrative qui peut être reprochée parfois à l'économie française. Et j'ajoute ce qu'on a vu dans l'article, la limitation des IDE entrants, au fait que on essaie de limiter la mainmise des entreprises étrangères sur certains secteurs stratégiques français. Le protectionnisme, il présente des avantages pour protéger les industries naissantes, selon l'économiste List, pour protéger les industries vieillissantes, selon Nicolas Kaldor, et pour certains secteurs stratégiques, selon Krugman. Et enfin, il peut permettre de faciliter l'essor de certaines activités économiques en les protégeant un peu du grand bain de la concurrence internationale. Mais ce protectionnisme, il a des inconvénients. Comme on réduit la concurrence, il va avoir pour conséquence des prix plus élevés, un choix limité, une moindre innovation, des ententes entre producteurs, un risque d'entente entre producteurs, un retard dans les mutations industrielles nationales. Et il peut aussi faire en sorte qu'il y ait une riposte de la part des autres pays, ce qu'on appelle une mesure de rétorsion. Et puis, pour un nombre de plus en plus élevé de produits, la valeur ajoutée est trop dispersée pour identifier cette nationalité. Ça, c'était dit dans un des textes. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un produit est fabriqué 100% en France. Il y a peut-être la conception en France, l'assemblage en France, mais on a eu besoin de telle matière première qui n'est pas disponible en France. Alors, si on met en place un protectionnisme total, on ferme les matières premières qui rentrent, on ne peut plus fabriquer certains produits en France. On ne peut pas forcément dire aujourd'hui, c'est très difficile de dire que le produit est 100% français. Autre risque du protectionnisme, c'est d'avoir des prix plus élevés. Voilà, entre libre-échange et protectionnisme, il n'y a pas de solution miracle, il y a un juste dosage à trouver entre une circulation fluide au niveau international des marchandises, mais quand même une protection de l'industrie nationale et de l'économie nationale.